Alors, toute ma première pensée, elle va pas seulement à ceux de ma famille et de notre peuple qui ont disparu il y a 80 ans, mais à tous ceux qui ont disparu et qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre ici. Alors, je pense que ce que je voudrais, ce que j'ai marqué, Tfila lechayalim, Tfila lepsuim, Tfila leshvuim. C'est vrai que des jours passent et que nous vivons, en tout cas toute la journée, j'ai entendu des avions et tout le temps je demande à mon mari, où est-ce qu'ils volent? Où vont-ils? Heureusement, ils volent pour nous défendre. Ils ne volent pas, ils ne volent plus pour bombarder l'écran. Excusez-moi, c'est toujours très émouvant de commencer. Nous sortons du CDR et nous parlons de notre délivrance de Mitzrayim, d'Égypte, où nous étions à peine 210 ans, disent nos sages, ou 400 ans, ce qu'Hachem a promis à Abraham. Et là, aujourd'hui, nous sortons d'une galoute de 2000 ans. Et ce n'est pas évident. Comme nous lisons notre histoire dans notre Torah, l'actualité est aussi aujourd'hui. Nous sortons de 2000 ans d'exil, de 150 pays. Là, nous sommes francophones. Disons, vous êtes francophones, peut-être pas tous nés en France, peut-être, il est né déjà ici, hein? Oui, voilà. Alors, on a même Sabrès, toi aussi, voilà. Alors, et moi qui suis née en Pologne, il y a 79 ans. Il y a une grande mitzvah. Et pour cette mitzvah, j'acceptais de parler aujourd'hui. Cette mitzvah, c'est Zachor Mashe Asa Lecha, Amalek. Et aussi, tout ce que nous avons dit pendant la nuit des Seder, Shebechol Dor Vador, Omdim Aleinu, Lechaloteinu, Vakadosh Baruchu, Matzileinu Miyadav. Effectivement, si nous regardons, nous voyons ces miracles, ces nissim, chacun de nous, aujourd'hui, ceux qui étaient alarmés, ceux qui n'ont pas encore été alarmés, tous les jours, quand nous pouvons nous lever et voir Yerushalayim, respirer l'air. Aujourd'hui, il est un peu pollué avec le feu que je me demande qui c'est qui nous allume ça pour nous célébrer Yom HaShoah. Et je pense que pour ça, nous devons être très, très reconnaissants et dire tous les matins, Toda al Mashe Yesh. Et alors j'ai marqué sur ma petite feuille, Zachor Amalek, Zachor Hamas, Zachor Germanim, Zachor Polanim, Zachor. Là, notre mémoire, c'est la base de notre existence. Effectivement, nous disons chaque vendredi, Zachor Vashamor et Yom HaShabbat. Et en même temps, Zachor, tout ce que tes ennemis ont fait. Et ce soir, avant que je commence à parler de mon père, que j'ai essayé de mettre sa petite photo, il était bien jeune, mais ensuite j'ai une photo presque pas avant sa mort, mais un bon vivant qui aimait beaucoup manger. Et quand il faisait des crêpes l'or, si vous savez ce que c'est des raviolis à la polonaise. Alors, il pouvait en avaler une bouchée. Alors, avant que je passe à sa mémoire, je voudrais, s'il y a parmi vous ceux qui voudraient allumer des petites bougies, j'aimerais bien qu'on allume et on en a posé 6 à chaque coin de notre Magen David. Et puis moi, j'apportais un air pour la mémoire de mon père. Vous voulez? Venez allumer.
יופי. Et Gabriel, tu peux faire le malin? Tu peux faire le malin? Où tu éteins? Voilà. Yophi. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu es né? Comment tu t'appelles? À Neuilly, à Paris. À Paris. Comment tu t'appelles? Shmuel. Soda. Ilan. Je suis né à Paris aussi. À Paris. על כנפי השינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר רקיע מזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים, חללי השואה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו על קידוש השם. בידי המרצחים הגרמנים ורוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יזכירם מסדר כנפיו לעולמים, ויצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תראה מנוחתם. ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. תפילת תזכור. תזכור אלוהים את שמות אחינו בני ישראל, חיילי השואה וגיבוריה, לשמות 600 רבבות אלפי ישראל, שהומתו, שנהרגו, שנתחנכו, שנתגרו חיים, לקהילות הקודש, שנכתבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם, עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו, מימי עולם לצרור חיים ותשמתם. הנאהבים והנעימים בחייהם ומותם לא נפרדו, ינוחו בשלום ובשבועתם, ונאמר אמן. אמן. Mon père, Yitzhak Meir Melovage, était né en 1925 dans une ville de Pologne qui est entre Varsovie et Treblinka. Treblinka, c'est un nom qui vous dit quelque chose, étant donné que c'était un camp de destruction totale. Probablement, sa famille, elle a disparu là-bas. Sinon, elle était tuée déjà dans son village. En même temps, je pense à mon père, à ce jour de 1er septembre 1939. Je pense à un petit garçon que nous avions, mon mari et moi, l'honneur de célébrer sa bar mitzvah à Otef Aza. Il s'appelle Maor Shabbat. Son père, Akiva Shabbat, de Ishuv qui s'appelle Shlomit. Ils ont entendu des bombes, des sirènes, des cris, destruction, des morts, appel à l'aide, les pleurs, la perte de la famille. C'est les enfants qui deviennent adultes en un instant. Et nous avons pu voir ces garçons, Maor Shabbat, grandir, devenir adultes. Au moment où son père est reparti pour combattre, je vous invite à regarder Akiva Shabbat. Mettez sur le Google et vous verrez son histoire. Un homme de grand courage, le fils du Rav Shabbat qui habite à Harkouma et de sa mère Dvorah qui est une amie à nous. Et j'ai pensé à ce moment à mon père qui avait à peu près le même âge, le 1er septembre 1939, où les bombes tombaient du ciel, où tout s'allumait, où les voix de la guerre étaient là.
Et je me suis dit, ces deux garçons, des destins différents, mais ils ont grandi en un instant. Je voudrais même vous poser quelques questions. Quelle est la différence entre mon père, Yitzhak Meir, et petit Maor des Shoshanet? Regardez, mon père s'enfuit avec sa famille et cherche où se cacher, où manger, comment survivre, comment vivre. Et Maor, avec sa maman et ses frères et sœurs, sont pris par nos soldats et ils sont arrivés dans un hôtel à Jérusalem où nous nous avons aidés avec tout ce qu'ils avaient besoin. Et que mon père, sur le chemin, et ses frères qui étaient bien plus grands, devaient payer pour chaque morceau de pain ou de pommes de terre le prix le plus fort, car les Polonais, ils ne faisaient pas de réduction. Ein anachot pour les Juifs, surtout par ces moments-là. Hein? Problème technique. Ça va, tu m'entends? Ok, je ne bouge pas. Et imaginez un garçon de 13 ans et demi, avec cheveux noirs, d'ailleurs il en a là ici aussi, avec des paillettes qui volent dans l'air, qui court dans son petit village. Venez rentrer, il y a de la place. Venez, venez, venez. Oui, 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 oui. Venez, venez. Excusez-moi, mais c'est normal, on est là. Voilà, il y a des places, il y a des places. Viens, mon chéri, il y a encore des places. Merci d'être venu. Qui court dans son village, essaye de connaître chaque coin de la rue, mais ce qu'il aime, c'est de courir derrière les pigeons de son voisin polonais qui habite au deuxième étage, et il est fasciné par des chevaux de son deuxième voisin juif, qui est, on dit en français, maréchal Ferrand, qui fait des sabots de chevaux. Ça les passionne. Ce n'est pas tellement occupation d'un garçon juif qui appartient à une famille de chassidei Gur. Alors, ça lui donne un surnom, Itche Mezik. Mezik, ça veut dire qu'il dérange, il fait des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on lui tape dessus. C'est pour ça qu'il ne dort pas dans le lit avec ses sœurs, parce qu'il n'y a pas de place. Alors il dort sur un four, oui, sur un four où sa mère, elle fait du pain. Sa mère, elle a une petite boulangerie dans l'appartement même. Elle fait du pain noir, elle fait des chalotes, elle fait des gâteaux. Et Yom Shishi, vendredi, tous les voisins apportent leur tchoulent ou chamin, comme on dit chez nous, ou le chamin pour mettre dans le fourneau de sa boulangerie et les récupérer le Shabbat à midi. Une famille nombreuse. Mon père, il a 4 frères et 3 sœurs. Ils sont tous beaucoup plus grands que lui, à part une petite sœur, Esther, qui a à peine 6 ans. Ces jours de 1er septembre, c'est vraiment la panique. Ils sont sur la frontière, pas la frontière, mais sur l'axe important entre Varsovie et Białystok, en fait, entre Varsovie et la Russie. Et les Allemands bombardent toutes les routes et surtout, il y a une rivière qui passe par les villages où il y a un pont et qu'ils visent les ponts. Donc, vraiment, pendant les premiers jours, c'est très, très difficile. L'odeur, le feu, et toute la famille décide de s'enfuir. Où on va?
Sa mère qui a mal aux jambes et sa petite sœur ne peuvent pas tellement marcher. Il y a une sœur qui a 2 petits bébés, une belle-sœur qui a 3 petits bébés. Les frères et le beau-frère décident qu'ils vont quand même tous aller retrouver un autre frère qui habite dans un village qui est à peine à 20 et quelques kilomètres, mais ça leur prend 3 jours. 3 jours pour y arriver. Et cela, quand j'écoute mon père, il a fait son témoignage pour Spielberg, et le grand metteur en scène de films, j'espère que vous avez entendu parler de lui. Il a envoyé quelqu'un chez mon père, une dame qui s'appelait comme moi, Félicia, et qui l'interroge. Et j'ai cette cassette de 3 heures que j'écoute. Et je cherche tout le temps quels sont les moments clés dans son témoignage où il y a quelque chose qui se passe qui fait un changement chez un enfant de 13 ans. Et justement, dans ces villages qui s'appellent Yadov, où ils arrivent chez les frères qui habitent là-bas, sa mère, elle fait un acte d'un courage incroyable. Elle a compris que ces garçons qui couraient dans toute la ville, qui connaissaient tout le monde, qui jouaient avec des Polonais, que peut-être lui, il peut faire quelque chose, il peut les aider. Quel est cet acte incroyable qu'elle fait? Elle lui enlève son vêtement de chassid, sa capote qui est un petit peu longue, elle lui coupe ses paillotes, elle lui met un couvre-tête quelconque, une chemise à couleur, et elle lui dit « Guy my kind, va mon enfant, va, peut-être tu peux trouver à manger. » Et là, je trouve qu'il y a un moment tellement fort dans la vie de ce garçon qui était un jeune garçon qui court avec joie. Tout à coup, il a une responsabilité d'apporter à manger. Les Allemands rentrent dans ce petit village. Au bout de 3 semaines, ils sont là. Au bout de 3 semaines, ils rentrent avec une grande pompe, parade. Et le maire de la ville polonais le reçoit avec du pain, avec du sel. Pas comme ennemi, comme quelqu'un qu'on attend. Et il y a une brigade qui vient motorisée et autorisée, avec des voitures et avec des motos. Et ils cherchent des jeunes gens pour nettoyer leur voiture. Mon père se présente. Le premier jour, il nettoie 3, 4 voitures et l'Allemand lui donne 2 miches de pain. Le deuxième jour, la même chose. 3e jour, la même chose. Donc, il retourne. Mais le 4e jour, il ne reçoit plus de pain. Il reçoit des macottes. Comment on dit? Des coups. Il reçoit des coups. Et là, que faire? Il a peur de retourner. Si je vais encore une fois, je ne sais pas si je vais sortir entier de cette aventure. En même temps, dans les rues de ces villages, les Allemands font la chasse aux Juifs. Ils coupent les barbes aux vieilles personnes, ils se moquent d'eux et l'atmosphère devient de plus en plus difficile. Sa mère et sa petite sœur, qui ne peuvent pas continuer la marche, rentrent dans leur village natal et ils ne se verront plus. C'est la première séparation avec sa mère et sa petite sœur. Et cette image-là l'accompagna toute sa vie. Chaque fois, quand il voyait une femme avec un enfant, il y avait quelque chose qui le secouait. Il part avec ses frères
pas tous, celui qui habite dans le village de Yadouf reste avec sa femme, car ils ont un vieux père qui est malade et qui décide qu'on ne le laisse pas, qu'on le garde. Ce qui adviendra, adviendra. Nous n'avons jamais su ce qui est arrivé. Nous présumons qu'ils sont tous péris. Il part avec ses 2 frères, son beau-frère, les femmes, 3 femmes, 2 femmes avec des petits-enfants, et ils essayent d'atteindre la frontière avec l'Union soviétique à l'époque, URSS. Pas évident, parce que les Russes, ils ferment la frontière. Ils ne veulent pas tellement avoir des gens qui s'enfuient, parce que c'est un problème. Et les gens sont là sur une tranche de terre qui est comme un no man's land, à côté de la frontière qui s'appelle Maukinia. Et ils sont là à attendre, parfois plusieurs jours, jusqu'à ce que les Russes se décident à ouvrir la frontière pour quelques heures. Et effectivement, au milieu de la nuit, ils ouvrent la frontière et tout le monde qui est sur cette terre essaye de courir pour passer de l'autre côté. Et l'arrivée du côté soviétique n'est pas simple non plus, parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire, quand les Allemands ont attaqué la Pologne, les Russes, immédiatement, ils ont pris une partie de Pologne. La ville de Białystok, elle était polonaise, mais tout à coup, elle est devenue sous l'emprise soviétique. Alors, ils arrivent. Leurs premiers pas sont bien évidemment vers les Shtibel, vers le Beit Knesset de Chassidei Gur. Et mon père, il raconte, la synagogue est pleine. Tous les parterres, dans les fenêtres, autour d'Aaron Kodesh, il y a des enfants, des femmes, des hommes, dans des conditions extrêmement difficiles. Surtout, les bébés, vous pouvez vous imaginer, ça fait pipi, caca tout le temps. Et en plus, il n'y a pas de conditions extrêmement difficiles. Les 2 frères, et le beau-frère et frère qui sont avec leurs petits-enfants, décident de louer un petit appartement en dehors de Białystok. Et là-bas, ils emmènent les femmes, les enfants et mon père. C'est lui qui devient, encore une fois, responsable de sa famille, et les hommes, ils restent à Białystok. Là, il y a c'est 1940 déjà, on approche de la fête des Pessah. Et ma grand-mère, Hachem Yikam Dama, elle avait cette petite boulangerie, et pour Pessah, il nettoyait toute la boulangerie et il faisait des matzot. Et comme mon père il raconte, moi j'étais préposée à apporter de l'eau. Et il y avait 2 puits. Un puits près de la maison, mais l'eau n'était pas assez bonne pour les matzot. Un autre puits chez une famille polonaise un petit peu plus loin. Il n'était pas très sympa, mais lui, il arrivait à porter des seaux avec de l'eau qui était très bonne, très pure, pour faire des matzot. Alors il dit, comme il progressait dans son métier de boulanger, il avait le droit de faire des trous dans les matzot. On les faisait à la main, bien évidemment. À l'époque, il y avait déjà des machines, mais dans un petit village, il n'y avait pas de machine. Donc, ma grand-mère, ses filles, les hommes, ils faisaient tous des matzot à la main. Alors, je ne sais pas par quel miracle, mon père, il dit tout à coup, il y a de la farine dans la maison, et il décide de tout nettoyer et de préparer les matzot pour le Pessah 1940. Ils ont tellement bien travaillé que l'argent qu'ils ont gagné leur a permis de survivre presque toute l'année. Et c'était
Et toute la famille de ceux qui étaient là se sont réunis et ils ont effectivement chanté ce que nous venons de chanter il y a juste quelques jours. Ishe Amda, la Votei Nouvellano. Et ces Pessach-là, c'est vraiment les derniers moments qu'ils sont ensemble. Quelques semaines après, les femmes reçoivent la nouvelle que les hommes étaient pris par la milice soviétique, condamnés aux travaux et emmenés quelque part, on ne sait pas où. Ils ont disparu. De nouveau, il est le seul homme avec les femmes et les enfants. Les garçons, il grandit entre-temps, mais quand même une responsabilité. Et ils apprennent par un cousin que les hommes essayaient de faire du troc, acheter, vendre. Ça, c'était une chose pour survivre, étant donné que le régime soviétique n'admet pas le troc et l'échange. Ils ont attrapé les gens, ils les ont condamnés. En tout cas, les traces de son beau-frère et de frères disparaissent. On était à la fin de l'été, on me dit probablement septembre 1940. Il y a un représentant des sécurités de l'intérieur, espèce de KGB, disons, en russe, qui vient et qui vous dit, vous avez 15 minutes, vous vous préparez, on vous emmène. Où? Pourquoi? Au bout de 15 minutes, arrivent des chevaux avec une agala, un chariot, excusez-moi, un chariot, il embarque les femmes, les enfants et mon père. Où est-ce qu'on va? On ne sait pas. Il les emmène, bien sûr, à la station du train, mettent dans les wagons, mais les wagons sont ouverts et il y a des endroits pour pouvoir s'allonger. Ils s'attendent là pendant 2 jours. Ensuite, le train passe à Białystok où on attache encore des wagons. Personne ne sait où on va. Et ils partent. Dès ce qu'ils voient, ils ne vont pas en direction de Pologne. Car beaucoup de gens qui ont fui la Pologne ont décidé de retourner en Pologne. Et les Russes les ont renvoyés chez les Allemands. Là, le train, il ne va pas vers l'ouest, il va vers l'est. Il reste dans ce train un bon moment. Les enfants, ils ont faim. Et mon père, assis sur le bord du wagon, avec ses pieds qui se balancent, s'est assis à côté d'un soldat russe. Et comme il a commencé déjà à baragouiner en russe, il lui dit « Ya golodin » j'ai faim. « T'es golodin, tu as faim? Подожди, attends. » OK, alors il lui dit d'attendre. Quand ils se sont arrêtés à une station, le jeune soldat descend, va quelques wagons plus loin et il ramène du pain et des harengs. Mon père, tout étonné, il comprend qu'il y a des gens qui font du bien, qu'il n'y a pas que des gens qui font du mal, il y a des gens qui font du bien. Il prend les pains et les harengs, il donne à sa belle-sœur, à ses sœurs. Elles ne sont pas très contentes. Treif, c'est pas caché. Et surtout sa sœur, qui a 2 petits bébés, elle refuse de manger. Elle refuse de mettre quelque chose dans sa bouche
parce qu'il n'y a personne à côté d'elle pour lui dire « Pikuach nefesh », que si tu ne manges pas, tu meurs. Et mon père, qui pose des questions, pourquoi ça nous arrive? Alors, elle n'arrive pas à lui répondre. Elle lui donne une bonne baffle, et puis lui, il retourne s'asseoir à côté du soldat russe avec les pieds qui se balancent, et ils continuent leur voyage pendant plus de 3 semaines. Ils sont arrivés à côté d'un grand fleuve qui s'appelle Vorkuta. Vorkuta, c'est un grand fleuve qui va vers le nord. Et là-bas, on les met sur un bateau et ils sont sur ce bateau qui prend à peu près 2 semaines pour remonter le fleuve, s'arrêtant dans des petits endroits vers le nord. Et quand ils arrivent dans un petit endroit, Vierchnia Timna, ils arrivent là-bas, sur le bord du fleuve, il y a des Polonais qui ont été envoyés là-bas et qui disent « Oh, on nous a envoyé des Juifs. Et les voilà, même ici, ils sont arrivés. » C'était des Polonais qui étaient déportés par les Russes parce ils étaient communistes ou ils étaient nationalistes. Alors, pas communistes, vous avez raison, plutôt nationalistes. On les a envoyés là-bas. Mais ce n'était pas assez. On prend ces femmes et mon père et on les emmène avec un chariot et des chevaux au milieu d'une forêt. Si vous avez l'occasion de lire les livres de Solzhenitsyn sur le goulag, je vous invite, comme ça vous comprendrez. D'un côté, comme dit mon père, des forêts à ne pas finir, et de l'autre côté, la toundra complètement vide, dans un endroit no man's land. De là-bas, pas de possibilité de s'enfuir, pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Et le responsable de ce petit village dit à mon père, peut-être dans 2 semaines, on va t'emmener à l'école. Il a sauté de joie. Comme vous imaginez, l'éducation des petits garçons qui appartient à une famille chassidique, son éducation, c'est Heider. Ensuite, il a appris avec son père jusqu'à sa mort. Ensuite, avec son grand-père, les Chumash, le Rashi. Il apprend la Tfila, mais pas d'école polonaise. Il est baragouine en polonais parce qu'il vit avec les Polonais, mais il communique avec sa famille en yiddish. Là, il a appris déjà à parler un petit peu le russe. Je pense que j'ai hérité, c'est parce que comme lui, il avait 5 langues dans sa poche, moi j'en ai 5 aussi dans la mienne. Alors, il apprend la langue de ce pays parce que les gens qui habitent là-bas, ça s'appelle Komi. Et ils parlent une langue propre à eux. Alors, il est tout content. On va l'emmener à l'école. Effectivement, au bout de 2 semaines, on emmène des enfants plus grands, plus petits, on l'emmène pour les mettre à l'école. Ils ont fait 3 jours de voyage, arrivés dans un yishuv un tout petit peu plus grand, attendu, mais il n'y a pas d'école. Apparemment, on n'a pas trouvé ni Moré, ni Mora, pas un enseignant. Alors, il n'y a pas d'école, on retourne à l'endroit où tu es venu. Mais celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut gagner la vie? Les femmes, sa sœur qui a les 2 petits bébés qui ne voulaient rien manger, elle continue à refuser de manger. Tout ce qu'elle trouve dans la forêt, elle mange, mais sinon, elle ne se nourrit pas. Elle devient de plus en plus faible. Mais on prend mon père, moi je ne suis pas grande, il n'était pas très grand non plus, on le prend, on dit, et
Yitzhak, tu vas nettoyer le fleuve tant qu'il n'est pas gelé. Alors, on lui donne de grandes bottes en caoutchouc et il doit nettoyer le fleuve. Apparemment, il y a de la boue parce que c'était un fleuve sur lequel passaient les bateaux. Et de l'autre côté, il coupait les bois qu'ils envoyaient par la rivière. Alors, il n'est pas très bon à nettoyer le fleuve. Alors, il y a un homme qui lui dit, tu viens dans mon groupe, je vais t'apprendre comment choisir les arbres à couper. Et effectivement, il va apprendre sur les arbres, dans la forêt, quel arbre on peut couper, quel âge il a, comment on va les préparer pour couper, comment ils tombent, comment on l'emmène sur la rivière pour envoyer. Alors, il devient spécialiste des arbres à couper. Quand l'hiver arrive, il n'y a plus de travail, ni dans les fleuves, alors il y a des chevaux et il faut transporter les choses. Effectivement, là, il découvre qu'il approche les chevaux sans aucune panique. Il n'en a pas peur. Moi, je sais que quand j'ai vu le cheval la première fois, j'avais un petit peu peur. Et l'homme qui le prend, il dit, formidable, si tu n'as pas peur, je vais t'utiliser, tu vas t'occuper des grandes luges, les grandes luges pour faire les transports entre les deux petits villages. Donc, c'est ce qu'il fait. L'hiver 1941-42, c'est un très froid. Même à Paris, j'ai noté, il faisait moins 35, imaginez-vous. Alors que là-bas, la température arrivait à moins 50, qu'on gelait presque sur place. Il revient de son voyage de transport et il retrouve, d'abord, il ne trouve plus sa belle-sœur avec les 3 enfants et il trouve sa sœur morte avec les 2 bébés. C'est un grand choc. Qu'est-ce que je vais devenir? Il y a 2 bébés, un petit garçon de 2 ans et une petite fille de 3 ans. Il fait moins 50. Il y a dans ce village, une femme, apparemment qui était là-bas envoyée pour des raisons politiques. Elle vient le retrouver et lui dit, « T'inquiète pas, Yitzhak, on prend les enfants, il y a un nouveau chef de notre petit Yishuv, on va les voir, on va lui demander, qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit, nous avons enveloppé les enfants avec tous les chiffons qu'il a pu et ils traversent le petit village, ils vont chez le responsable et elle lui dit, regarde, Yitzhak, il est lui jeune, il a 15 ans et demi et il y a 2 bébés et sa sœur, elle est morte dans leur baraque. Qu'est-ce qu'on fait? L'homme regarde tout effrayé. Elle lui dit, pas d'ajditia, attendez. Avec les téléphones qui marchaient, qu'il fallait tourner. Il téléphone, il appelle une infirmière et il lui dit, prends ces bébés, lave-les, prépare-leur des vêtements et tu les gardes jusqu'à ce que je te dise qu'est-ce qu'on fait. Et à mon père, il dit, je te donne 2 hommes, va creuser la tombe pour ta sœur. Imaginez-vous, la terre qui a moins 50, ils creusent pendant 3 jours, ils allument le feu sans arrêt avec les bois qu'il y a en profusion. Mais il faut allumer, chauffer la terre. Et il dit, là, je me suis séparée de ma sœur. Je l'ai enterrée là-bas, j'ai mis quelque chose, j'ai marqué. Trana bat chenor ve'etel mi vishkuf.
Maintenant, Malovanchik, c'est comme ça qu'il s'est séparé de sa sœur. Et il lui reste les 2 bébés. Le responsable du village, c'est un homme effectivement bien. Et il lui dit, écoute, à 100 kilomètres d'ici, il y a un orphelinat. Dans cet orphelinat, il y a déjà des enfants juifs. Tu vas les emmener là-bas. Mais il dit, c'est un voyage long. Il faut vous équiper. Je ne sais pas comment mon père a fait ce voyage. Il a emmené ses enfants dans un orphelinat où il a dit, j'ai signé les papiers, j'ai donné les noms, je les ai embrassés et je me suis séparée de mes derniers membres de ma famille. Ceci pour 20 ans. 20 ans, il a mis pour le retrouver après la guerre. C'est vraiment une histoire qui lui a pas donné la paix. Je suis née avec les recherches de la famille. Mais qu'est-ce qui devient mon père? Il y a quelque chose d'incroyable. Les gouvernements polonais qui se trouvent à Londres demandent à l'Union soviétique de créer une armée. Cette armée, elle s'appelle l'armée de Anders, de général Anders, et que les Polonais, tous ces ressortissants polonais, ont le droit de quitter chaque endroit où ils étaient envoyés pour qu'ils se mettent tous ensemble pour créer une armée. Et effectivement, mon père, il rêve de partir à la guerre pour combattre le mal. Alors, il y a d'autres gens, d'autres garçons, d'autres jeunes gens plus âgés, ils peuvent bouger. Mais avant d'arriver à l'armée polonaise, il y a l'armée soviétique qui les accueille dans un point de recrutement. Alors mon père, il dit, c'est la première fois qu'on me met tout nu devant, excusez-moi, devant une doctoresse, et puis elle lui demande, quel âge as-tu? Alors, c'est 1942. Alors, il essaie de dire, moi, j'ai 18 ans. Elle me dit, non, tu n'as pas encore 18 ans. Il est petit, il est fort, c'est vrai, parce qu'il a travaillé physiquement, mais il est quand même un garçon. Alors, malheureusement, on ne l'envoie pas à l'armée d'Anders, on l'envoie à l'armée de travail, l'armée Trud Armia, qu'ils vont faire des travaux, les emmènent en Ukraine, où il y avait les batailles déjà entre les Allemands et les Russes, et là-bas, ils travaillent extrêmement dur. Il entend, effectivement, que l'armée du général Anders, ils ont ramassé 70 000 personnes, soldats, et 35 000 civils. Vous savez où ils vont? On a décidé de les envoyer en Palestine. C'est comme cela que Menachem Begin est arrivé. Il était à l'armée de Anders par Iran. Donc, il y a des tombes même des soldats polonais en Iran. Il passe, il y a des tombes des soldats ici, en Har Zion. Il y a un cimetière où il y a le tombeau de Schindler. À côté, il y a des tombeaux de soldats effectivement polonais, chrétiens de cette armée-là. Et beaucoup de gens s'arrêtent ici en Palestine, les autres, ils repartent, surtout des Juifs. Et ils rejoignent, Kamouvan, des Anglais pour combattre les Allemands. Malheureusement, mon père n'a pas été pris, oh, heureusement, je ne sais pas. En tout cas, il a survécu. Et en Ukraine, il rencontre ma mère. Et en 1946, au mois de mars, ils arrivent en Pologne. Là,
je termine l'histoire de mon père. Et si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Et avec une petite pause, ensuite peut-être je vais parler de moi ou vous voulez que j'enchaîne. Mais s'il y a des questions, je voudrais bien répondre à vos questions parce que c'est difficile pour moi d'être seulement celle qui parle. Oui, il avait 13 ans et demi, 14 ans. En fait, tu as raison, parce qu'il ne savait pas en quelle année il était né. Il était entre Pessah et Shavuot. OK? Entre Pessah et Shavuot. Quand nous avons retrouvé son acte de naissance, c'était écrit en polonais. Les parents étaient négligents, ils n'ont pas déclaré à temps, ils l'ont déclaré quand sa sœur devait se marier. Alors, on dit 1925, je présume qu'il était né peut-être en 1926 parce qu'effectivement, il était extrêmement jeune. Et puis, on lui demande, est-ce que tu avais ta bar mitzvah? Et il dit, oui, j'avais ma bar mitzvah, mais son père est décédé avant sa bar mitzvah. Alors, il est décédé apparemment en 1938. Alors, je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas exactement clair, mais ce qui est très intéressant, que nous avons fait avec mon mari le voyage en Pologne, je suis retournée dans l'endroit, ah, ça je vais en parler peut-être un peu plus largement, et dans le bureau d'état civil, quand je commençais à demander encore un acte de naissance et encore un acte de naissance de sa sœur, Madame, allez payer. Madame, allez payer. Donc, pour chaque document, il fallait payer. Ensuite, elle m'a dit gentiment, il y a d'autres gens qui attendent. OK? C'est poliment, on vous envoie. Donc, j'espère ne pas y retourner, mais j'attends que ça passe aux archives, parce qu'au bout de 100 ans, ils mettent ça aux archives. Donc, on peut aller dans les archives et c'est déjà plus facile. Mais il se méfie des gens qui cherchent des documents, surtout des juifs. Parce que là, c'est ma deuxième partie de mon speech pour vous. C'est ce qui se passe après la guerre, qui est effectivement une histoire toute compliquée et intéressante. Ce que je voudrais peut-être revenir, c'est la question de Emouna. Mon père se pose des questions. Et comme je vous ai dit déjà, sa mère, avec cet acte incroyable, elle lui a ouvert la porte, en fait, au monde. Va, cherche du bien. C'est ce qu'il fait toute sa vie. Toute sa vie, il donne pour l'idéologie communiste. Il a changé judaïsme contre le communisme pour finir dans un pays de capitalisme. Non, pas tout à fait, parce qu'il est mort au Danemark, qui a une reine, mais ils sont socialistes. Alors, c'était une combinaison extraordinaire. Et parce que les Polonais, en fait, ils l'ont chassé. Et je pense que c'est là qu'il essaye de comprendre la nature humaine et il pose la question, où est-ce qu'il est Hachem? Où est-ce qu'il est pour que ça arrive? Mais les goulags où ils étaient, ce n'était pas fini. Ils arrivent en Pologne et là, ils arrivent au mois de mars. Je suis née au mois de juillet, Yud Betamuz, Tashav, 5 jours après les pogroms, les grands pogroms en Pologne après la guerre, dans la ville de Kielce. Donc c'est un moment extrêmement difficile en Pologne. Imaginez-vous que nous étions 3,5 millions de Juifs en Pologne pendant 1000 ans. 1000 ans de présence juive en Pologne. Et tout à coup, tout disparaît. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Polonais?
Ils rentrent dans des maisons juives et ils pillent tout ce qu'on peut. Ils prennent, pas seulement ça, comme ils ont dans leur imagination que les Juifs, ils ont de l'argent, alors parfois, ils démontent les maisons pour chercher de l'or dans les murs ou dans la terre. Parce que les Juifs, effectivement, ils cachaient. Et là, j'ai un ami qui est encore là, qui est vivant, qui habite vraiment pas loin d'ici. Il y a quelques années, il me dit, dis-moi, Shaul Oren, Hornfeld, Shaul, il me dit, dis-moi, est-ce qu'on ne peut pas aller en Pologne? Je dis, Shaul, maintenant tu veux qu'on aille en Pologne? Il a presque 100 ans. Tu veux qu'on aille en Pologne? Pourquoi faire? Je me souviens où mon père, il a enterré les pamoutim, les bougeoirs de ma grand-mère, les kosot kidouche. Je dis, en plus, où est-ce qu'il habitait? À côté d'Auschwitz. Je dis, écoute, je crois que là, vraiment, on peut faire... hein? Exactement. Je dis, Shaul, je crois que... on peut pas aller là-bas, on peut pas aller chercher. Mais le problème qui se pose, et là, je vous invite, vraiment, je vous invite à lire, c'est en anglais, je ne sais pas, peut-être ça existe. C'est un homme qui a quitté la Pologne en même temps que moi, de mon âge. Il est devenu professeur à Princeton. Il s'appelle Jan Tomasz Gross. Il écrit La peur. Il écrit le livre Les voisins. Il écrit le livre Golden Harvest, comment on va traduire ça? La moisson d'or. La moisson d'or. Tout ça sur la Pologne. Pendant la guerre, celui-là, c'est ce qui se passe entre antisémitisme en Pologne après l'Auschwitz. Dès que les Russes sont arrivés, 1944, jusqu'à 5, je ne vais pas m'avancer, mais jusqu'à des années, en 1956, il y avait une tentative de pogrom. Ce qui veut dire que pendant 12 ans, on tue les Juifs. 12 ans après la guerre. Et ça, je ne sais pas si vous avez fait... Il y a quelqu'un qui a fait le voyage en Pologne? OK. Est-ce qu'on vous a raconté ça? Vous vous rappelez un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé en Pologne? Je dis, c'est le temps qu'on a cru que les Hocher étaient finis. Mais malheureusement, ce n'était pas fini. Les survivants mouraient parce qu'ils retournaient dans leur village. Mon père n'a pas pu retourner dans son village. Jusqu'à ce qu'on l'a mis à l'armée polonaise. Et il est vraiment pas loin. Et il demande à son capitaine, est-ce que je peux y aller? C'était encore un juif qui était à l'armée polonaise, mais enfin. Pendant la guerre de Corée, 1953. Alors il lui dit, non, tu ne vas pas dans ton village. Ils font leur manœuvre et mon père, il revient, lui dit, écoute, on est à côté de mon village. Laisse-moi partir, je voudrais voir, peut-être je trouve quelque chose. Alors, il n'a pas le choix, il lui dit, OK, tu peux y aller, mais tu t'habilles ce que nous appelons Madim Aleph. Ça veut dire tu es impeccable. Chapeau, je n'ai pas la photo, mais effectivement, j'ai une photo. Et là, mon père rentre dans son village de Vyshkov. Juste pour vous dire qu'à Vyshkov, il y avait un autre jeune homme qui est né et qui a son monument à côté de la rivière et qui s'appelait Mordechai Anielewicz. Il est né dans le même village, mais il n'est pas Chassid Gour. Il appartenait à Shomer HaTzaïr. Et mon père retourne dans le village. Il retrouve sa voisine, une jeune fille qui aidait sa mère.
qui était apparemment Shabbos Goy, qui aidait à garder les feux. Et il lui dit, Vanda, viens avec moi chez le notaire et dis-lui que tu connais ma famille. Tu donnes les noms. Et tout à coup, elle lui dit, ah non, il faut que je réfléchisse. Je dis, pourquoi qu'il réfléchisse? Pourquoi? Si tu vois déjà l'homme qui était ton voisin, un garçon qui courait avec son frère, pourquoi tu n'as pas le courage d'aller avec lui chez le notaire et dire que tu connais sa famille, de donner le nom? Moi, je pense. Mon père n'y dit pas, mais moi, je pense que comme ma grand-mère, avec la petite sœur Esther de mon frère, sont revenues, elles étaient assassinées par des Polonais qui sont rentrés dans leur maison. Quand ils ont quitté la maison, ils ont dit, ils ne reviendront jamais. Mais au bout de 24 heures, il revient et elle est d'accord d'aller avec lui et de faire un témoignage qu'elle connaît mon père, qu'elle a connu ses frères, ses sœurs et tous les enfants. Donc j'ai un document, je ne l'ai pas apporté, j'ai un document où elle témoigne qu'elle connaît la famille de mon père. La maison n'existait plus. Bon, en tout cas, ils étaient extrêmement pauvres, donc il n'y avait rien à chercher. Mais c'est pour vous dire que l'atmosphère en Pologne n'est pas intéressante dans cette époque-là. Combien de juifs retournent en Pologne après? Et à peu près 250 000. 250 000 qui arrivent. Et comme les gens qui reviennent des camps, alors soit ils étaient partis avec les marches des vivants, soit ils étaient cachés, donc ils sortent, mais il y en a très peu, très peu. C'est-à-dire, quand vous allez à Yad Vashem, vous voyez que l'allée principale, il y a beaucoup de Juifs parmi les nations, Pologne, Pologne, Pologne. Mais ne vous faites pas avoir. Par rapport à la population de 3,5 millions, ceux qui avaient le courage de garder les Juifs, parfois payaient chèrement. C'est vrai qu'ils risquaient leur vie. C'est nachon. Mais c'était tellement spécial que quand Yad Vashem a annoncé qu'ils vont planter des arbres pour le juste des nations, ben, tous les Juifs survivants qui sont arrivés ici, ils ont couru pour faire un geste, pour remercier tous ces gens extrêmement courageux qui les ont sauvés. Mais effectivement, là, il y a un homme, ça c'est en français, Marc Hillel, les massacres des survivants. C'est vraiment, lui, il écrit 45-47, parce que c'était la période apparemment qu'il a traité, mais à lire et comprendre dans quelle atmosphère je suis née. C'est pas évident. Les plus des détails, c'est le Rav David Kahana, qui était l'aumônier à l'armée polonaise, qui devient le Rav de la Pologne tout de suite après la guerre. Il décrit vraiment avec des détails ce qui s'est passé à Kielce en juillet 46 et comment les Polonais ont assassiné même des bébés qui étaient déjà nés. Et nous avons des noms que j'essaie 42 personnes, plus des bébés. Les noms, je crois que je suis la seule, peut-être il y a encore quelqu'un. Comme je suis née dans cette période-là, chaque fois je demande à la synagogue, dans les Hey Betamuz, de dire El Malé Rachamim. Et il y a même une personne que nous ne connaissons même pas son nom, il y a juste son numéro. Son numéro de bras, personne n'a su comment il s'appelait. Ça, c'est la Pologne dans laquelle je suis née. Et je suis entourée de survivants, comme vous pouvez vous imaginer.
des gens de toutes sortes. C'est vrai que les gens qui voient, qui ont retrouvé de la famille, passent par la Pologne et quittent la Pologne. Donc jusqu'à 1949, la frontière est ouverte. En 1949, fermeture totale. Les gens sont coincés, soit en Union soviétique, soit en Pologne, mais on ne sort pas. Il n'y a pas de possibilité de quitter la Pologne. Depuis toute petite fille, ce que j'entends, c'est des histoires des gens qui ont survécu, des plus âgés, des plus vieux. C'est de ça qu'on parle. Et surtout, quand ils se réunissent, et chez mes parents, il y a beaucoup de gens qui se réunissent pour chanter, soit pour la fin de la guerre, soit pour la révolution soviétique. Alors on chante et on boit. Et quand on boit, ben on raconte encore des histoires. Et moi, quand une petite fille, j'écoute, parce que c'est ça la vie. Et une deuxième chose, c'est chercher la famille. Depuis toute petite, je me souviens que mon père, il me traîne dans un endroit, c'est une petite pièce, qui était probablement tenue par les comités juifs de Pologne, et où nous recevons de l'aide de Joint pour pouvoir survivre, et des vêtements de nos frères américains qui arrivent, où on transforme les pantalons grands comme ça en petites robes pour moi. On les coupe, et c'est ça que je porte presque jusqu'à l'âge de 18 ans. Et les vêtements qu'on reçoit de nos frères des États-Unis. Et on cherche la famille. Il y a une pièce où il y a des listes de la Croix-Rouge, des petits annonces sur toutes sortes de papiers où chacun écrit « Je m'appelle Yitzhak Meir Malovanchuk, je viens de Vyshkov, je cherche mon frère Zeili, je cherche mon frère Shimon, je cherche mon frère Yankel, je cherche ma sœur. » On fait des listes des familles, et si quelqu'un trouve, il n'y a pas de téléphone, oh, il y en a très peu. Ah, à propos, je n'ai pas dit où nous sommes. Nous sommes sur les territoires Shtachim, ça s'appelle en hébreu. C'est les territoires allemands que les Russes ont pris aux Allemands pour récupérer l'Ukraine. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous étonnez pas que maintenant ils veulent récupérer l'Ukraine encore une fois. L'Ukraine qui était polonaise, est devenue russe. Et les gens qui reviennent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les envoie sur les terrains allemands où les Allemands partent. On les envoie en Allemagne, et les gens qui reviennent, on les met dans les appartements et dans les maisons. Chercher la famille, c'est une obsession. Tout le monde, il n'y a pas un jour, pas une heure, où on a des bonnes nouvelles, où on a des mauvaises nouvelles, mais tout le temps, il y a quelqu'un qui retrouve ou qui ne retrouve plus Slicha. Mon père cherche désespérément les deux petits-enfants qu'il a laissés quelque part dans le nord de Russie, et pas de nouvelles. Pas de nouvelles. En 1954, j'ai 8 ans. Je reviens de l'école et mon petit frère, il crie « Fais-la, fais-la, viens vite, viens vite. » Ah, viens vite. On rentre à la cuisine, il y a une caisse sur la table, étrange. En plus, je regarde, je sais lire déjà,
Donc, je peux lire, c'est écrit Israël. Déjà, il y avait des tampons, il y avait des timbres écrits Israël. Je tourne et je vois Shimon Malovanchuk de Tel Aviv-Yafo, Rehov Eilat 41, les frères de mon père, les grands frères de mon père nous envoient un colis. Et ce colis est étrange. Il a une odeur spéciale, comme des parfums. On nous envoie des parfums, c'est quoi ça? Mais nous, les enfants, on ne peut pas les ouvrir parce que c'est scellé comme avec des petits... Non, pas des clous, c'était comme une... pas des ficelles, mais comme un métal qu'on ferme sur les colis. Oui, c'est ça, comme espèce. OK, alors il faut attendre les parents qu'ils arrivent, qu'ils ouvrent. Ils ouvrent les colis et dedans, des boules enveloppées en papier de soie. Et là-dessus, qu'est-ce qui est écrit? Jaffa Israël. Jaffa Israël, c'est quoi? En Pologne, il n'y a pas d'orange, mes amis. Il n'y a pas d'orange. Ce n'est pas un pays d'orange. C'est un pays de pommes, c'est un pays de cerises, des poires, des prunes, mais des oranges. On ne sait même pas comment ça s'appelle. Heureusement qu'il y a un voisin qui rentre qui dit « Oh, j'ai Pomeranzen. » Pomeranzen? Vous, c'est tous Pomeranzen. OK, on apprend, ça s'appelle des oranges. Mais comment? On est très curieux de goûter ces Pomeranzen. Mon père, il coupe ça, comme une pomme, boum, 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 nous donne à chacun. Chacun prend son petit bout avec le bout de la langue, on goûte les petites gouttelettes, c'est pas mauvais, pas mauvais. Alors, on a mangé ce qui était bon, on a mangé des blancs, et on a mangé la peau aussi. C'était un petit peu amer, mais comme on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on n'était pas à l'époque des orangettes qu'on achète au chouk, au chocolat, enrobé de chocolat, ou des confitures d'orange. Alors, bien sûr que quelqu'un nous a dit, non, la peau, il vaut mieux ne pas manger, vaut mieux sécher, râper dans les gâteaux. Alors, on devient spécialiste de faire des gâteaux avec le goût d'orange. Alors, qu'est-ce qu'elle fait une petite fille comme moi? Les petits papiers de soie, ben, on les met bien à plat et on les garde. Hein? Parce que là, maintenant, je sais qu'on a une famille, on a de la famille en Israël. Jaffa Israël. Alors, je garde le petit papier. J'aimerais tellement partager mon secret avec les enfants à l'école. Je bouillonne. Mais du coup, je me rends compte. Nous sommes presque 40 enfants dans la classe, si ce n'est pas 42. Parce que c'est baby boom, tous ceux qui sont nés après la guerre. Hein, il y a beaucoup d'enfants, mais ils sont polonais. Mais j'ai dans ma classe un garçon qui s'appelle Kubush, Yaakov. Je vais le voir, je dis, Kubush, on a reçu des oranges. Alors il me dit, moi aussi. Waouh! On a un secret tous les deux. Alors on garde le secret, on est là tous les deux à partager notre secret. On a eu des oranges. Je garde le petit papier. On reçoit des cartes postales. Quand je reçois des cartes postales d'Israël, je dis, mais c'est pas vrai. Un ciel bleu comme ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Hein? C'est maintenant, je sais que ça existe, mais de cartes postales, je dis, quelqu'un a peint ça, mais je les garde précieusement. Et en 1956, il y a une nouvelle vague d'antisémitisme. Les Polonais, ils veulent absolument débarrasser des Juifs, le plus vite possible et le plus possible. Alors mon père, qui est activiste du parti, qui essaie de faire du bien, qui travaille dans une mine, qui s'occupe des gens qui travaillent sous la terre, qui essaie d'améliorer leur situation,
on lui dit, gaille avec, va-t'en. Mais il est têtu, ça, juif. Hein? Chez Oref, quand il croit quelque chose, il ne lâche pas. Alors non, on ne s'en va pas, on reste là. Mais ce qui arrive, au mois de septembre, j'arrive à l'école, j'ai un nouveau cartable. D'ailleurs, peut-être je vais vous montrer, parce que c'est pas... Ah, oui, j'ai des photos de mes parents, vous pourrez regarder après. Et un petit cartable, c'est pas du cuir, c'est du carton qui est peint. OK? Mais il est tout neuf, parce que j'ai déjà 10 ans, donc j'ai eu des nouveaux livres, et parce qu'on va apprendre le russe, la géographie, en tout cas, des nouveaux livres, et je suis une excellente élève. J'arrive à l'école et je vois, il y a quelque chose d'étrange. Nous avons fini toutes nos leçons, mais personne ne ramasse ses affaires. Et moi, je prends mon petit cartable et je pars vers la porte. Et du coup, on avait un garçon qui était un petit peu en retard, ou même beaucoup en retard. Un grand balabar qu'on appelait le chat. Il me donne un coup dans le dos en hurlant « J'ai des de Palestine, les Juifs en Palestine ». Waouh, une petite fille. Aujourd'hui, j'ai 1,55 m. Alors, vous voyez, à 10 ans, je ne sais pas. En tout cas, je dégringole avec mon petit cartable. Heureusement, l'escalier dans cette école était en bois. J'ai dégringole jusqu'en bas, lèvres coupées, le sang, mon cartable en pleurs. Je ne sais plus qui c'est qui m'a emmené jusqu'à tramway pour que je rentre à la maison. Mais imaginez-vous, est-ce que je retourne à l'école le lendemain? Non, non, c'est des hurlements, mes enfants. Je hurle. Je ne vais pas à l'école. Je n'irai plus à l'école. Qu'est-ce que j'ai dans mon idée? J'ai reçu un livre qui s'appelle Atlas. Tu sais ce que c'est Atlas, mon chéri? Le Shabbat, tu regardes? Hein? Oui, oui, c'est ce qu'on fait avec maman. Le Shabbat, on ouvre Atlas et on voyage. Parce que les autres, ils prennent le téléphone, ils demandent au Google où est-ce que je veux. Alors lui, il me demande Waze. Non, là, il n'y a pas de Waze. On a juste un livre qui s'appelle Atlas. Alors, je décide fermement, je vais aller en Palestine. Comment j'y vais? Comment je vais y aller? Hein? T'as une idée? Non, à pied. À pied. Et je suis en Pologne. OK? Alors, je regarde l'atlas et on m'a dit, tu peux trouver Israël. Dans mon atlas, je ne trouve pas Israël. C'est pas marqué. C'est 1956. Israël a 8 ans. Mais je ne trouve pas. Où c'est? Bon, je demande à Koubouche, Koubouche, où c'est? Alors, il me dit, cherche Jérusalem. OK, j'ouvre l'atlas. Il avait raison. C'était pas écrit Israël, c'était écrit Jérusalem. Parce que les Polonais catholiques, ils savent ce que c'est Jérusalem. Alors, ils ont écrit Jérusalem. Alors, comment j'y vais? Écoutez, j'écoutais toutes les histoires des survivants. J'ai 10 ans, 1956. Ils s'en foutent. Ils ne savent pas. D'abord, écoutez, si vous avez un secret, vous le dévoilez à tout le monde? Non. D'abord, j'ai fait un trajet, j'ai mesuré avec une règle combien de kilomètres ça fait. Alors, j'ai dit à mon père, combien de kilomètres tu as fait pour arriver là, à ton endroit, là où tu étais en Sibérie? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Non, ça c'était. Il a fait
2409 kilomètres. De Vyshkov jusqu'à la Vierchnaia Tiomna. Mais selon ce que je mesure, j'ai à peu près le double. Alors, comment on va faire? Les gens, ils racontent l'histoire. Qu'on peut manger dans la forêt, toutes sortes de baies, on peut travailler pour des gens, on peut demander, on peut mendier, et qu'on peut arriver. Ils ont survécu, certains. Surtout, je commence à interroger ceux qui étaient plus jeunes. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as mangé? Alors, ils me racontent. J'ai acheté ça, quelqu'un m'a donné, oui, quelqu'un lui a donné de la paraffine. Alors, il a fait des choses pour boucher les fenêtres. Il a vendu ça. Ensuite, il a acheté du pain et il a vendu un morceau de pain. En tout cas, on peut faire du troc. Je deviens une petite fille qui réfléchit vite. Et je me prépare. Seulement, j'ai un problème parce que je n'ai pas parlé de chaussures à mon père qui devait apprendre un métier. Et ce métier, c'était faire des chaussures. Alors lui, il avait des chaussures qu'on lui a fait juste avant la guerre et qui ont tenu 3 ans. Moi, je n'ai pas tellement de chaussures qui vont tenir 3 ans, mais on peut toujours prendre une autre paire. En tout cas, je rêve. Je rêve de venir à Jérusalem. Et mon copain Koubouche, il s'en va avec ses parents. Je dis, je vous en supplie, prenez-moi dans votre valise, je suis petite. Je vais partir avec vous. Ah, rien à faire. Là-dessus, c'est passé, mes parents divorcent, les problèmes dans la famille. Alors, ma chère Félin, oublie tes rêves, il faut patienter. Et j'ai patiente 12 ans. 1968, après la guerre des 6 jours, les Polonais, pour la dernière fois, essayent de se débarrasser du reste des Juifs. Combien sommes-nous? 30 000. De 3,5 millions, 1967, 68, nous sommes 30 000. Du jour au lendemain, les gens perdent leur travail, sont jetés des facultés. La faculté des maths, par the way, ferme. Il n'y a pas de professeur. Faculté de physique, faculté de droit. Toutes les technologies à l'école polytechnique, ils ont des problèmes. Il n'y a plus de professeurs. Ils se sont débarrassés des Juifs, des médecins. Alors, nouvelle émigration commence. Je crois que parmi les gens que je vois, j'appartiens à un club d'étudiants juifs. Et je vois, il y en a qui pleurent. Et moi, je suis ravie. Je suis heureuse. C'est vrai, je n'ai pas de sous, rien. Mais je vais partir. Heureusement, il n'y a plus de relation entre la Pologne et Israël parce que nous sommes devenus agresseurs. Rien de nouveau, hein? La même chose. Les Soviétiques imposent leur manière de penser et heureusement, il y a l'ambassade d'Hollande où il y a des représentants qui sont en communication avec Joint, avec la Sornout, avec Medinat Israël, et que nous pouvons nous rendre là-bas, demander de l'aide pour les billets, mais il faut renoncer à la nationalité polonaise. Vous imaginez, je renonce avec joie. Le problème, qu'il faut payer. Tu veux renoncer à ta nationalité polonaise? Tu payes. Tu veux prendre ton certificat de naissance? Tu payes. Il faut que tu veux prendre des photos? Tu payes. Hein? On nous vide jusqu'au bout. Nous avons le droit à 5 $. En fin de compte, avec les 5 $, Baruch Hashem, on quitte la Pologne. Pour la première fois, je prends l'avion à l'âge de 22 ans. Et nous arrivons à Vienne et de Vienne en Israël.
C'est la nuit. L'avion se pose. C'est pas Ben Gurion d'aujourd'hui, en 1968. Israël a à peine 20 ans. C'est un tout petit aéroport. Je sais même pas, l'avion, il était bien. Hein. Ceux qui ont vomi à côté vomi. En tout cas, on est arrivé. On passe la nuit à l'aéroport, mais avant qu'on sorte d'avion, il y a quelque chose d'incroyable. Je regarde autour. Qui mange les oranges? Qui mange les oranges? Je regarde autour. Personne. Tout le monde cherche ses affaires, s'habille. Et l'odeur d'orange nous envahit de plus en plus. La porte d'avion s'ouvre. C'est vraiment, on ne peut plus respirer tellement on sent les oranges. Je demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un lui dit, Pardes, nous mettre. Je ne connais même pas Aleph Bet. Comment je peux savoir qu'est-ce que c'est un Pardes? Pshat, Drash, Rebes. Aujourd'hui, je suis un peu plus rachama. Mais en tout cas, à l'époque, rien du tout. Pardes, mais c'est quoi Pardes? On est sorti et une stewardess dit, mais tu sais, c'est un verger où il y a des oranges. L'odeur des oranges m'a accueilli à la maison. Merci. Pour vous dire que le plus beau cadeau que j'ai reçu de mon mari qui est là, c'est mon deuxième mari, parce que le premier aussi est un survivant. Il m'a acheté le petit papier. Merci, David. Je te souhaite une longue vie à nous deux. Je vous remercie de m'avoir donné ce petit moment qui a duré un petit peu trop longtemps parce qu'ils sont... en tout cas, je suis toujours là avec mon petit papier. Je suis obsédée par les oranges et je vous promets que je vais écrire mon petit livre pour les enfants sur mon amour à la terre, à mon peuple et à la Torah. Merci beaucoup d'être venu et je vous souhaite que des bonnes choses. Et jamais, jamais désespérer. Toujours optimisme, sourire et émouna. Merci beaucoup. Oui, oui, des questions, bien sûr. Donc, le grand frère de votre père. Ah oui, je vois Gabriel. Gabriel, j'ai mis 3 mois parce qu'on m'a mis à l'Ulpan à Ashdod. À l'époque, il y avait une rue et en face d'Ulpan, qui s'appelle Beit Canada, c'est écrit en français, le roi du falafel. Ça, j'ai pu lire parce que le polonais, c'est aussi une langue avec des lettres comme latine, exactement. Mais alors, mon hébreu, on dit chez moi, Gornisch mit Gornisch. Oui. OK, je peux te dire juste parce que c'est très important. J'ai mis 3 mois à travailler comme une folle, du matin au soir, 18 heures par jour, l'hébreu. Ma chambre, c'était que des papiers, des verbes, des mots, des phrases, jusqu'à ce que j'apprenne. איפה קונים איפה תחנה מרכזית, איפה קונים כרטיס, איפה אוטובוס לתל אביב, איפה יורדים לרחוב אילת ביפו. 3 mois. J'ai pris autobus et je suis allée, j'ai frappé à la porte. Et j'ai retrouvé un visage presque le même, comme mon père, que j'ai laissé en Pologne. Et mon oncle m'a dit, Feigele, du bist mein Kind. Fais-la, tu es ma fille. Tu es mon enfant. Et comme ça, j'ai retrouvé ma famille. Il a survécu les camps soviétiques, mais il est passé comme un...
par la Pologne, il ne voulait pas entendre parler de Pologne. Il s'est retrouvé en Allemagne, en Italie, où il a attendu dès qu'il y avait l'État d'Israël, il est monté en Israël. Voilà, c'est comme ça que j'ai retrouvé la famille. Oui. Déjà, vous êtes incroyable et inspirante. Merci. Et c'est la vie. J'ai quelques questions. Oui. Je les pose d'une traite. Vas-y, vas-y. Alors, pourquoi vous avez écouté l'antisémite qui vous a dit d'aller en Palestine? Pourquoi vous l'avez écouté? Normalement, on aurait tendance à ne pas écouter ce qu'il nous dit. Et, tu sais, on n'était pas très bien vus, mais quand on te hurle ça, à une voix très forte, si je lui écris maintenant, quel âge tu as aujourd'hui? Il a 11 ans. Et si je lui dis, va en France, tu vas me dire, elle est folle. Mais il va se poser la question. Je me pose la question. Disons qu'un petit enfant, ok, je sais que je suis juive, j'ai pas une autre. Je vis parmi les gens qui sont survivants. Il y a des Polonais, c'est vrai. Mais quand quelqu'un te dit ça avec une force et qui te donne un coup, j'ai vu les gens qui sont partis, mais je ne pouvais pas partir. Je suis comme lui, quoi. Mais c'est très fort. Tu vois, en 1968, quand l'antisémitisme a commencé, j'ai eu la même chose, mais j'étais étudiante à l'université. Oui. Et mes copines, j'ai vécu dans une chambre avec 5 filles. Je suis la seule juive. Du jour au lendemain, elles me disent, vous et nous. C'est quoi, vous et nous? Alors, j'ai demandé, les filles, j'ai 2 mains gauches, j'ai 2 mains droites, j'ai le nez crochu. Oui, il est grand, Nahon. Ça prend beaucoup d'air de Pologne pour respirer. Et mes fringues que je reçois d'Amérique, parce que ces gens qui envoient, elles sont contentes de les mettre pour aller rencontrer des mecs. Hein? Et tout à coup, tu es indésirable. Okay? J'ai juste une fille qui étudie avec moi, qui habite une autre chambre, qui vient chez moi avec le Nouveau Testament. Elle me dit, si tu vas en Israël, prends-le. Je mets dans la poubelle, parce que j'en ai à foutre de son Nouveau Testament. Mais c'était la seule qui m'a donné la bénédiction. Ok, alors j'y vais. Hein? Vas-y. Bien votre français. Maintenant, il faut que je raconte mon histoire d'amour. Aïe, 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 Gabriel, c'est un autre rendez-vous. Parce que ça, c'est mon deuxième amour. Depuis 13 ans, on est mariés. Mais mon mari est un survivant que j'ai rencontré ici, à l'Ulpan, qui m'a emmené en France, que j'ai donné 40 ans pour qu'il vive. Et j'ai pensé que je vais le ramener en Israël très, très vite, très, très vite. Je l'ai retrouvé à Paris et tous les jours, j'ai prié, demain, on s'en va, demain, on s'en va. 18 ans. 18 ans. Alors, pas le choix. Il faut apprendre la langue, non? Mais, j'ai rencontré Madame Gordin, Rachel Gordin, de Jacob Gordin. J'ai travaillé avec Rachel. J'ai rencontré Manitou. Et rencontrer Manitou, ça vous donne des forces. Alors, lisez Manitou. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Oui, mon cher. Est-ce que vous avez gardé des coutumes de Chassidut Bo? Malheureusement pas, mais j'ai un cousin que je retrouvais, où est-ce qu'il habite? À Ashdod. Et il a gardé les coutumes de Chassidei Gour. Moi, non, comme tu vois, je suis sioniste à mourir. Vous avez fait quoi votre métier?
C'est comme mon père. À chaque fois, j'ai appris un autre métier. J'ai étudié en Pologne l'éducation et j'ai eu le droit de faire du volontariat à l'orphelinat où il y avait Janusz Korczak, si vous avez entendu parler des grands éducateurs juifs polonais, qui s'appelait Henryk Goldschmidt. Et j'ai pensé que c'est peut-être éducation, c'est la solution. Mais je ne pensais pas que c'est un métier difficile à importer. Parce que pour l'éducation, il faut avoir la langue. OK? Alors, je suis arrivée en Israël, j'ai appris l'hébreu, je suis arrivée à l'Université de Jérusalem et la faculté des sciences de l'éducation était à l'époque à Givatram. Mais qu'est-ce qui s'est avéré? Que tous les bouquins sont en anglais. Alors, rebelote, il faut apprendre l'anglais. OK, entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je travaille dans un petit café au coin de Ben Yehuda et King George. Et j'ai fait du café, je coupe des gâteaux. En tout cas, il faut faire quelque chose avant qu'on arrive. Mais comme j'ai rencontré l'amour de ma vie, alors on arrive à Paris, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on me dit, Maïdélé, jeune fille, ben, va au sentier, là-bas tu vas trouver du boulot. Alors quel boulot? Je nettoie les boutiques en gros, tous ces vêtements. Et il y a une vieille dame qui me dit, Maïdélé, tu ne veux pas apprendre à guittefar? Est-ce que tu veux prendre un bon métier? Je demande, c'est quoi un guittefar? Elle me dit, comment ça? À Schneider, faire la couture. Je dis, où est-ce qu'on apprend ça? Ah, tu ne sais pas? À l'Horte. À l'école Horte, où c'est? À Montreuil. À Montreuil. À Montreuil-sous-Bois. OK. Alors, je rentre à la maison, je dis à mon mari, tu sais quoi? La dame, elle m'a dit que je peux aller apprendre à faire la couture. Parce que je ne parle pas. Oui, mon amour, combien de mots, je crois que j'ai quelques mots en français, mais OK, je vais à l'Horte. Et là, je dois vous dire que c'est, je crois, le miracle de ma vie. Je rencontre les femmes de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. C'est la vie. C'est la vie. Je pense que j'ai reçu un bon push pour la vie. On partage tout, on goûte des choses que j'ai jamais cru de manger dans ma vie. Je me souviens même pas des noms. Hein? Mais c'est extraordinaire. Elles apportent tous les jours un autre mets. Alors, tous les jours, il faut que j'apprenne à goûter. Alors, je goûte tout. Mais c'est une vie extraordinaire. J'ai dit, mais alors, nous, Ashkénazes, on est 3 étages sous la terre, ils sont 3 étages au-dessus de la terre. En plus, ils marchent à Paris avec un Magen David comme ça. Pour moi, c'est... Mon mari me dit, Feigele, tu ne parles pas aux voisins, tu dis rien. Je dis, quoi? Plus il me laisse avec un bébé, il voyage pour travailler. Je ne vais pas parler aux voisins. Madame, mais vous en avez un accent? Je dis, oui, oui, je suis une juive polonaise. Ah bon? Ah bon? Hein? Ils mettent des gants blancs. Les Copernic, il y avait explosion en 1980 là, machin. La voisine. Madame Goldzal, qu'est-ce qu'on va faire? On a 3 familles juives dans l'immeuble. Je dis, Madame Josette, vous êtes libre de déménager. Chutzpah. Mais c'est moi qui déménage. C'est moi qui m'en vais. J'ai dit à mon mari, je crois que j'en ai assez. Voilà. Donc, j'apprends des métiers. J'ai fini mes études en 79 à la Sorbonne. Manque de peau. Même dans l'école juive, Madame Picard, à Lucien des Hirsch, elle ne peut pas me prendre parce que je n'ai pas de bac français. Je dis, mais Madame Picard, je viens de faire ma maîtrise à la Sorbonne. Elle dit, ma fille, vous pouvez l'arranger. Je dis, OK, merci. Et comme ça que je trouve Madame Rachel Gorda.
où on peut se parler en russe, en polonais, en hébreu, en français. Je l'aide et elle me prend. Elle dit, tu peux parler en hébreu aux enfants au GAN? J'ai dit oui. Tu peux leur apprendre à chanter? J'ai dit oui. Alors j'ai reçu le travail. Donc je travaillais au GAN avec Rachel. Voilà. Comme ça, on fait plein de métiers en passant. Oui. Encore des questions? Oui, ma chérie. Vous savez, il y a des langues où les lettres s'échangent. Mon père a laissé 2 enfants, Henoch Smolarczyk et Feigi Smolarczyk. Feigi, c'est notre arrière-grand-mère. Et ces enfants-là sont revenus en Pologne. Mais quelqu'un qui a écrit leur nom, M en russe, c'est un T. Et au lieu d'être Smolarczyk, ils sont devenus Stolarczyk. Impossible de trouver. Un jour, mon père, il raconte l'histoire à un ami qu'il a rencontré, qu'il travaille dans un journal yiddish. Il y a un journal en yiddish en Pologne. Il publie l'histoire. Et ma cousine, elle a une copine dont le père, il lit ça, il l'appelle, il dit, fais-la, c'est ton histoire. Elle ne veut pas croire. Elle ne veut pas croire. Elle dit, c'est impossible. Mais elle prend son courage et elle contacte mon père. Elle lui pose des questions et mon père lui pose des questions. Il demande, où est-ce qu'il est ton frère? Du coup, il dit, comment tu sais que j'ai un frère? Si je vous ai déposé 2. Il a disparu. Disparu. OK? On cherche. Il faut chercher des documents de l'orphelinat. Il n'est pas revenu en Pologne. Donc, il est quelque part en Russie. Où est-ce qu'on les trouve dans ce monde-là? Effectivement, grâce aux documents qui sont passés d'un orphelinat à l'autre, nous avons contacté une directrice de l'orphelinat qui est revenue en Pologne. Elle ne voulait pas nous dire au départ qu'il était adopté par une famille. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe. N'empêche que, de fil en aiguille, ma cousine, elle a retrouvé son frère. Ces garçons-là, ils ne savaient pas. Est-ce qu'il était juif, musulman? Il était maoul, circoncis. Ils ne savaient pas d'où est-ce qu'il venait. Il était abandonné par la famille qu'il était adopté. Et il a travaillé dans une station secrète de radio, satellite, je ne sais pas quoi, en tout cas. Donc, il n'a pas le droit de quitter cet endroit. Ça nous prend beaucoup de temps de le sortir de là-bas. Et mon père les supplie de venir en Pologne. Cet homme était d'abord blessé dans sa neshama. Et puis tellement peur. Parce que la Pologne, c'est le Far West pour les Russes. Parce que nous, on s'en fout. On fait des blagues politiques. On vit beaucoup plus libre. Il arrive, il a extrêmement peur. Il dit non, non, je vais retourner. En tout cas, il accepte de venir. Mais malheureusement, en 1967-68, la vague d'antisémitisme l'oblige de quitter la Pologne. Donc, il s'est marié avec une amie à moi et ils partent en Suède. Il devient ingénieur à Ericsson. Il invente, je ne sais pas quel genre de chip pour Ericsson, mais son corps, sa neshama, elle souffre tellement qu'il a un cancer et il meurt à Stockholm. Sa sœur, elle vit encore aux États-Unis, à Saint Louis. Et je pense qu'aujourd'hui, elle raconte l'histoire
comment mon père lui a sauvé la vie. OK? Voilà. Donc, juste une lettre, parfois, qui fait qu'on ne peut pas retrouver les gens. Quelqu'un a encore une question? Merci infiniment. Je crois qu'il y a... Merci infiniment. C'est nous qui vous remercions, Félicia. Merci. Merci. La valeur du témoignage et la manière dont vous arrivez à le transmettre. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir reçu ça ce soir et de rentrer dans Yom HaShoah grâce à vous. C'est pour ça que je dis, le petit Maor de Shlomit, il est venu à Jérusalem, nous allons aider, je suis volontaire à Mishpacha Achat, je suis volontaire au Beit Raphaëla, je suis volontaire à Kalita, je n'arrête pas d'être volontaire et aider les gens et soutenir les Imaot Shekulot, mes amis qui s'appellent Franco Kfir, qui est tombé à Gaza, Yossi Hershkovitz, Shachar Friedman, ce sont des amis et nous tenons et nous tiendrons et nous gagnerons. Adam Nitzachon. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.